On a beaucoup débattu sur l'origine de l'homme. En 1858, Charles Robert Darwin, lors d'une brillante communication à l'université d'Édimbourg, affirma que l'homme descendait du singe. D'autres affirmèrent que l'homme descendait d'un poisson ou d'un batracien, et d'autres encore qu'il descendait de lui-même et qu'il n'y avait pas de quoi s'en vanter. La classification serait simple si on se limitait à l'homo, soi-disant sapiens. Mais j'ai pu constater qu'il existait d'autres homos qui, tout en étant sapiens, forment des sous-groupes très intéressants. J'ai déjà présenté plusieurs fois les résultats de mes recherches à l'Académie des sciences, mais sans réponse de sa part, je me permets de vous présenter une réflexion de mes observations. L'Homo plagicus, appelé vulgairement touriste balnéaire, recherche avant tout l'eau et le soleil. Son cas a été étudié depuis de nombreuses années et on sait à peu près tout de lui. Chaque année, il se prête à un grand barbecue national où, huileux à souhait, il se roule dans le sable avant de se plonger dans la grande friture méditerranéenne. Chaud dehors et bleu dedans, c'est le français pané. L'Homo plagicus fait partie d'une race résistante car il doit chaque année supporter la cuisson, échapper au carambolage de l'assiette, aux intoxications alimentaires et en plus souvent aux incendies de pinède. Il est généralement à point au bout de 15 jours à 3 semaines, après quoi il regagne ses pénates afin de payer son tiers provisionnel. Rentré au bureau, il promet qu'il ne retournera plus dans l'enfer de Cocagnal et Mimosa, où il foncera cependant dès le juillet revenu. On connaît beaucoup moins son alter ego de la montagne, l'Homo alpinus. Éreinté par l'année écoulée, l'Homo alpinus essaie de prendre du recul en gagnant de la hauteur. Il affirme répondre à l'appel des sommets, alors que les sommets ne lui ont rien demandé, et jure que l'air pur des montagnes est irremplaçable, tout en garant son camping-car diesel au beau milieu d'un col. L'Homo alpinus est plus sympathique que celui des rivages pour une raison simple. Épuisé par ses activités, il n'a plus la force d'être odieux. En montagne, un touriste content est un touriste fourbu, et un touriste mécontent est un touriste mort, soit poussé dans une crevasse par son guide, soit encorné par une vache, ou passé à la moissonneuse-batteuse par les paysans. Depuis quelques années, l'Homo alpinus de première classe est japonais. Il se déplace toujours en troupeau et bat des records de vitesse pour monter vers les sommets, reste en altitude le temps de terminer sa carte mémoire et redescend rapidement pour continuer son périple à travers l'Europe. Mais le vrai Homo alpinus japonicus nécessite une préparation plus minutieuse avant de se lancer dans l'aventure. Il se tartine d'écran total dans l'avion Tokyo-Paris, commence à mettre ses crampons dans le TGV, et après avoir réalisé son ascension, il se tue consciencieusement dans les grandes jorasses, mais en photographiant sa chute. Dès rentrés dans leur pénate, les Homo plagicus et les Homo alpinus vont se rejoindre pour former une seule et même famille, l'Homo tevedicus. Les téléviseurs, nous dit-on, contiennent une proportion non négligeable de formoles. Aussi, il n'est pas étonnant que certains présentateurs comme Poivre d'Arvor et Claire Chazal ont survécu si longtemps et que Jean-Pierre Pernaut et David Pujadas soient toujours en place. L'Homo tevedicus suit toujours l'information avec intérêt. Si avant la télé nous n'étions pas avertis des choses du sport, les retransmissions sportives ont changé tout ça. La télé a rempli amplement sa mission éducatrice en nous révélant des tas de techniques passionnantes. Ne parlons pas de cette perpétuelle leçon d'optimisme qui transforme les matchs perdus en résultats encourageants et les scores nuls en éblouissantes victoires. Tout cela, nous le devons aux commentateurs sportifs qui possèdent un enviable titre de gloire, celui d'avoir transformé les Homo tevedicus en un peuple jeune,
sain, vigoureux de spectateurs sportifs. Mais de toutes mes recherches, ma préférence va sans aucun doute à l'Homo politicus vulgaris, dont l'étude montre la véracité des théories de Charles Darwin. L'Homo politicus peut être facilement étudié car sa mission est de se regrouper régulièrement avec ses congénères au sein de grandes chambres. Il n'est pas irrévérencieux de les comparer à des animaux, puisque dans le jargon politicard, l'Assemblée nationale est devenue le poulailler et la chaire où trône le président s'appelle le perchoir. Les membres de cette basse-cour que l'on voit régulièrement avec ses beuglements, ses roucoulades, ses combats de chefs, qui se volent dans les plumes, se bouffent le bec, font la roue, font la cour, se font la gueule, se fendent la gueule, sont tous les mêmes et finiront inéluctablement à la casserole. J'espère que la clarté de mon exposé vous aura convaincu du haut intérêt de mes recherches, mettant encore une fois en avant ma devise « Quand on voit ce qu'on voit et qu'on sait ce qu'on sait, ce n'est pas étonnant de penser ce qu'on pense ». J'espère que vous apporterez votre soutien à ma demande de recevabilité pour mon entrée à l'Académie et vous remercie de signer la pétition qui vous sera présentée à la sortie de cette projection. Si je suis élu, je suggère que les académiciens renoncent symboliquement au port du bicorne afin de protester contre l'augmentation des adultères. Merci pour la science, merci pour moi.